Il faut vraiment s'imaginer la scène. On est à Boca Chica, au Texas, on est le 20 octobre 2024, et sur la rampe de lancement, il y a le Starship. Ah ouais, le fameux lancement. C'est juste monumental. Monumental, c'est le mot. C'est pas simplement une fusée, c'est une véritable anomalie dans l'histoire de l'ingénierie humaine. On parle d'un monstre d'acier de 5000 tonnes. Le plus grand jamais construit, ouais. C'est ça, le véhicule spatial le plus gigantesque jamais assemblé, issu d'un programme privé évalué à 62 milliards de dollars. Et en bas, on a Elon Musk qui observe la structure. Le but, il est pas modeste du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Coloniser Mars, établir une base sur la Lune, rendre l'humanité multiplanétaire. Et quand on regarde cette image, on se croirait vraiment dans la science-fiction la plus avant-gardiste. Totalement, on est en plein dedans. Sauf que la réalité historique est bien plus étrange. Parce que les plans originaux de cette ambition démesurée, le code source en fait de cette scène au Texas, eh bien il a été rédigé exactement 153 ans plus tôt. Et sans le moindre ordinateur, faut le rappeler. Exactement, sans ordinateur, sans simulateur de vol, juste un gars qui faisait ses calculs de balistique à la plume. C'est un contraste qui est franchement saisissant. On a ce pont direct, presque invisible, entre le milieu du 19e siècle, à l'époque de la machine à vapeur, et notre ère moderne d'exploration spatiale privée. C'est fou. Et le plus troublant dans tout ça, c'est la solidité de ce pont. C'est justement pour ça qu'on fait cette exploration en profondeur aujourd'hui. On s'appuie sur un dossier de recherche hyper exhaustif de Block News, tiré de leur série Ils ont prédit le futur. Et le sujet, c'est Jules Verne. Un classique, mais on va le voir sous un autre angle. Voilà. On ne va pas faire une énième liste des inventions qu'il aurait vaguement devinées, genre les sous-marins ou les avions. Non, ça on connaît. Notre mission ici, c'est vraiment de comprendre la mécanique de sa pensée. Comment un simple romancier a pu calculer les paramètres de notre présent avec une rigueur strictement scientifique. Et surtout, et c'est ça le plus fou, comment il a prophétisé le modèle économique exact des géants de la tech d'aujourd'hui. Bon, décortiquons tout ça. Ça marche. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre un conteur classique et un véritable architecte visionnaire. On va parler de cette frontière un peu poreuse entre l'imagination littéraire et l'ingénierie pure. Mhm. La thèse du dossier de Block News, elle est très claire. Jules Verne ne faisait pas de la divination, il appliquait une méthode analytique tellement puissante qu'elle a fini par structurer le monde matériel dans lequel on vit. Alors entrons dans le vif du sujet, avec ce que le dossier appelle la démonstration technologique la plus éclatante de la littérature. En 1865, Verne publie De la Terre à la Lune. Un chef-d'œuvre. Et un siècle plus tard, en 69, la mission Apollo 11 de la NASA valide ses écrits, mais point par point. Prenons juste le site de lancement, par exemple. Ouais, le choix de la Floride, voilà. En 1865, la Floride, c'était un marécage. C'était infesté de moustiques, très peu peuplé, et il n'y avait aucune infrastructure industrielle. Économiquement, c'était un choix complètement absurde pour un chantier pareil. Absurde économiquement, oui, mais mathématiquement incontournable. Et ça, Verne l'avait compris. Il n'a pas choisi la Floride pour les palmiers, hein. Il bossait avec son cousin. Ah oui, le mathématicien. C'est ça, Henri Garcet. Ensemble, ils ont appliqué les lois de la mécanique céleste. En gros, pour envoyer un objet très lourd dans l'espace, en dépensant le moins d'énergie possible, faut utiliser la rotation de la Terre. Qui est plus forte à l'équateur, c'est ça, hein. Exactement. La force centrifuge est à son maximum à l'équateur. Donc Verne a cherché le point le plus au sud des États-Unis. Dans son roman, il met d'ailleurs en compétition le Texas et la Floride. C'est dingue quand on y pense. Et un siècle plus tard, quand la NASA a dû choisir un site pour le Kennedy Space Center, ils ont exactement les mêmes contraintes physiques, ils ont fait les mêmes calculs et ils ont atterri à la même conclusion géographique. Donc c'est pas un coup de chance, c'est vraiment une déduction balistique. Et ça s'arrête pas là. Il prévoit 3 astronautes, ce qui correspond pile au module d'Apollo. Ouais, Il anticipe qu'il faudra un bouclier thermique, parce qu'il comprend que le danger, c'est pas juste de décoller, mais c'est de revenir sans cramer dans l'atmosphère. la friction, oui. Il imagine même des rétrofusées et un amérissage dans le Pacifique. Et le dossier précise un truc de fou. Le point d'impact qu'il a calculé était à quelques kilomètres seulement de là où Apollo 11 a réellement améri. C'est hallucinant. Mais l'aspect purement quantitatif de cette prédiction, c'est ce qui fascine le plus les historiens aujourd'hui, c'est-à-dire les chiffres exacts. Ouais. Prenons l'erreur de calendrier. Verne pensait que le voyage lunaire se ferait en 1869. En réalité, c'était 1969. D'accord, donc il s'est trompé d'un siècle. En valeur absolue, oui, mais sur l'écart conceptuel, c'est une marge d'erreur de seulement 4 ans. Il prévoyait ça pour 4 ans après la publication de son livre.
Mais le plus dingue, c'est son calcul des distances. Dès le premier paragraphe, il dit la distance qui sépare la Terre de la Lune est de 86 000 lieues. Et en vrai, c'est combien? En vrai, la moyenne, c'est 384 400 km, donc environ 98 555 lieues. Il a une erreur de seulement 12%. Waouh! 12%. 12%, oui. Pour un auteur sous le Second Empire, avec des tables astronomiques super basiques, ça montre une volonté de malade de respecter les lois de la physique de l'époque. C'est clair. C'est comme si un auteur de la Renaissance avait deviné les composants exacts d'un smartphone. Alors, pas tout à fait. Ah non? Non. Ça soulève une question importante. C'est plutôt comme un grand maître aux échecs qui refuse de regarder les pièces sur le plateau. Il assimile juste les règles du jeu, la gravité, la thermodynamique, et il calcule les 20 prochains coups possibles. Les règles ne changent pas, peu importe l'époque. Ah, je vois. Il part du principe que la physique ne bouge pas. Exactement. Et le dossier Block-News insiste beaucoup là-dessus. C'est la différence entre la science-fiction fantastique qui invente des règles magiques, genre la téléportation, Ouais, ou l'antigravité. voilà, et la prospective scientifique de Verne, elle, se soumet aux contraintes du réel. Pour vaincre la gravité, font une énergie folle. Du coup, il imagine un carburant à combustion ultra rapide. Ce qui préfigure l'hydrogène et l'oxygène liquide diffusé, Saturne V. C'est ça. Il partait toujours du problème physique pour concevoir la solution matérielle. Ce qui nous amène à une transition parfaite, parce que, ok, vaincre le vide de l'espace, ça demande une explosion énorme. Mais pour vaincre les abysses de l'océan, c'est tout l'inverse. Totalement l'inverse. Il faut une énergie lente, hyper silencieuse, qui peut durer des mois sans oxygène. Et en 1870, quand il sort 20 000 lieues sous les mers, il doit imaginer un truc qui n'existe tout simplement pas. Et c'est là qu'on voit son génie systémique. En 1870, le top de la technologie, c'est la machine à vapeur, quoi. Ouais, l'industrie bouffe du charbon, sauf qu'un sous-marin, physiquement, ça peut pas marcher au charbon. Ça consommerait tout l'oxygène et ça enfumerait l'équipage. Verne comprend qu'il lui faut une énergie à très haute densité, indépendante de l'air. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il invente cette idée d'une électricité mystérieuse pour le Nautilus. Alors que l'électricité, à l'époque, c'était presque un tour de magie. Grave! C'était des petites piles de laboratoire qui faisaient des étincelles, ça allait pas propulser un monstre de plusieurs milliers de tonnes sous la pression des fonds marins. Et le dossier met en lumière un truc fou chronologiquement. Marie Curie, elle découvre la radioactivité en 1898, près de 30 ans après le roman. 30 ans? Et le nucléaire n'est maîtrisé que dans les années 40. Pourtant, Verne décrit une machine qui fonctionne exactement comme un réacteur nucléaire. Une énergie concentrée, invisible, sans gaz d'échappement. Qui chauffe, qui éclaire, qui distille l'eau douce. Exactement. Et qui permet de naviguer indéfiniment sans remonter à la surface. C'est tellement contre-intuitif. Au XIXe siècle, on imaginait le futur avec des grosses machines bruyantes, des engrenages, de la fumée noire. Le steampunk, quoi. Voilà, le steampunk. Mais lui, il choisit le silence et l'invisible. Il n'a pas décrit la physique quantique, évidemment, mais il a défini en gros l'expérience utilisateur de l'énergie nucléaire. C'est une super façon de le dire. L'expérience utilisateur de l'atome. Et la validation historique de ça, elle arrive 94 ans plus tard, en 54. Le vrai sous-marin. Ouais, la marine américaine lance le premier sous-marin à propulsion nucléaire. Il concrétise point par point la vision de Verne. Il pouvait rester immergé des mois. Et devine comment ils l'ont appelé en hommage direct? L'USS Nautilus. L'USS Nautilus, ouais. C'est fou. Mais du coup, cette façon de réfléchir, identifier un besoin énergétique avant même que la science ne découvre l'énergie en question, c'est un coup de chance isolé ou il faisait ça tout le temps? C'était vraiment sa grille d'analyse constante. Le dossier montre que pour Verne, l'énergie n'était qu'un moyen. Le but, c'était de résoudre des problèmes géographiques. Dès 1852, dans son premier récit, Un voyage en ballon, Ah, je l'ai pas lu celui-là. il y pressent le potentiel de la chaleur extrême au centre de la Terre. Il pose carrément les bases de la géothermie moderne, qui est cruciale aujourd'hui. Ah ouais, en 52.
Ouais. Et le dossier parle aussi de sa vision des avions à batterie. Pendant que tout le monde misait sur les ballons à gaz, lui, il pensait à l'aviation électrique. Ce qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux aéronefs de Joby Aviation qu'on l'a vu en 2024. D'accord. Donc la technologie est juste un outil. Mais c'est quoi le problème fondamental qu'il essayait de résoudre? Parce que la troisième section du dossier dit que c'est notre rapport à l'espace et au temps, le rétrécissement du monde en fait. C'est son grand thème sociologique, l'abolition des distances. En 1873, c'est le tour du monde en 80 jours. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. À l'époque, traverser le monde, c'est pas des vacances. Ça prenait 6 à 8 mois en bateau à vapeur ou à voile, avec des tempêtes dans tous les sens. C'était une épreuve de survie. Totalement. Arriver sur 80 jours, c'était de la pure fiction. Et aujourd'hui, le dossier rappelle que le record de circumnavigation établi en 2023, c'est 45 heures. La vitesse a été multipliée par 42. 42. Ouais. Mais ce qui est fascinant ici, c'est pas le chiffre de 80 jours. C'est son analyse de l'infrastructure naissante. Verne avait suivi l'ouverture du canal de Suez en 69 et la fin du chemin de fer transcontinental aux États-Unis la même année. Ah, les premières vraies connexions mondiales. Exactement. Il a compris que c'était pas juste des raccourcis locaux, mais les premiers maillons d'une chaîne logistique globale. Phileas Fogg, c'est pas un aventurier avec une machette dans la jungle. Non, c'est un gars avec une montre et un horaire de train. Voilà. Il incarne l'optimisation pure et dure des routes commerciales. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Dire que les transports vont aller plus vite, c'est pas juste du bon sens. N'importe quel voyageur coincé dans la cale d'un bateau en 1850 rêvait d'aller plus vite. En quoi c'est du génie plutôt qu'un simple désir humain? C'est une bonne question. La vraie prophétie, elle est dans les conséquences de cette vitesse. Verne n'a pas juste prédit qu'on irait vite, il a prédit que ce serait banal. Banal. Oui, que faire le tour du monde ne serait plus une aventure héroïque, mais juste de la routine administrative. Des billets, des correspondances, des salles d'attente. En prédisant cette banalité, il annonce une mutation de l'humain, un monde où la distance n'isole plus les cultures. Et cette fin de l'isolement, ça va encore plus loin avec les communications. Dans l'île mystérieuse, juste après l'invention du télégraphe, il imagine un téléphone visionnaire. Oui, l'anticipation est folle. Un truc qui transmet la voix et l'image en temps réel, d'un bout à l'autre de l'océan. Quand on lit ça aujourd'hui, alors qu'on fait 7 milliards de visioconférences par jour, ça donne des frissons. Et c'est là qu'il devient un vrai sociologue. Il comprend que si on peut se voir et se parler instantanément de n'importe où, c'est la nature même du travail qui va changer. Le télétravail avant l'heure. C'est ça. Il décrit un futur où des gens à des milliers de kilomètres collaborent sur des projets communs. Il anticipe le travail distribué et la connectivité permanente de notre économie tertiaire. Concevoir Zoom à l'ère de la bougie, c'est vertigineux. Mais du coup, tout ça pose un énorme problème. Le financement. Bah oui, des fusées géantes, des sous-marins nucléaires, des réseaux mondiaux, ça coûte une fortune. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Qui paye? C'est là que le dossier lâche sa bombe. Jules Verne a inventé le prototype de l'ingénieur milliardaire de la tech. C'est sans doute l'observation la plus fine de l'analyse. Au XIXe siècle, les grands chantiers, le canal de Suez, les trains, les travaux d'Haussmann, tout ça c'est payé par les États ou les empires. C'est de l'argent public. Toujours. Mais Verne rejette ce modèle. Dans ses romans, le futur n'est jamais financé par un ministère. Jamais. Si on regarde le Gun Club dans De la Terre à la Lune, c'est un club privé. Ils financent leurs fusées avec une campagne de souscription internationale. Du crowdfunding global, quoi. Grave. Et le capitaine Nemo, c'est pareil. C'est pas un officier de marine. C'est un milliardaire, un peu paria, qui s'isole pour construire sa techno secrète parce que les gouvernements sont trop lents ou trop frileux. Le parallèle est absolu. Verne a compris que l'innovation de rupture, ça demande une obsession et un niveau de risque qu'aucune bureaucratie ne peut assumer. Il a créé ce template, ce modèle de l'entrepreneur technologique. Et si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est exactement le schéma d'un Elon Musk avec SpaceX qui contourne la NASA. C'est le capitalisme technologique modélisé un siècle en avance. Oui, et les auteurs qui ont suivi ont juste appliqué son manuel. Quand William Gibson invente le cyberespace ou Neil Stephenson le métavers dans les années 90, ils font pareil. Ils prennent une techno naissante, ils l'extrapolent et ils confient ça à des méga-corporations ou des milliardaires, pas à des États. Et du coup, je me pose une question presque philosophique. Est-ce qu'il a juste deviné ce modèle ou est-ce qu'il l'a
inspiré. Ah, la question de la prophétie autoréalisatrice. Bah oui. On sait que les ingénieurs d'Apollo, les patrons de la Silicon Valley, ils ont tous grandi en lisant Jules Verne. Est-ce qu'ils n'ont pas juste passé leur vie à matérialiser les plans de leur livre d'enfance? C'est le paradoxe génial de la prospective. En dessinant un futur plausible, il a formaté l'inconscient des ingénieurs. Le dossier cite Verne. Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. Il savait ce qu'il faisait, en fait. Totalement. L'imagination pour lui, c'est pas une fuite, c'est la limite supérieure du réel. Jules Verne, c'était vraiment le premier ingénieur système du monde moderne. Il a tracé les plans et nous, on passe notre temps à couler le béton. C'est ça. Et ça laisse une réflexion vertigineuse pour finir. Si aujourd'hui les hommes les plus riches du monde dépensent des milliards pour construire les rêves d'un romancier du 19e siècle, Ouais. eh bien, qui sont les auteurs obscurs d'aujourd'hui qui écrivent les plans que les milliardaires de l'année 276 s'acharneront à bâtir? Est-ce qu'on est condamné à construire éternellement la littérature du siècle d'avant? Ah ouais, c'est une idée qui retourne le cerveau. Ça donne une toute autre dimension à la SF actuelle. Bon, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Garder un esprit critique et une imagination ouverte, ça reste notre meilleur outil pour le futur. À très vite pour une prochaine plongée dans les archives. Au revoir. Et n'oubliez pas de questionner la mécanique de demain.